Questions-réponses. Alors, le sujet de discussion aujourd'hui porte sur les questions autour de l'égalité d'interdire les souffleuses à feu dans les arrondissements à Montréal. Alors, je présente nos deux invités. Monsieur Jean-François Girard est biologiste et avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit municipal. Il est membre de l'équipe de droit municipal de cabinet DHC Avocat. Il offre une expertise particulière aux municipalités qui cherchent à relever les défis liés au développement durable et d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Alors, bienvenue, Monsieur Girard. Ça me fait plaisir d'être avec vous. OK. Et maintenant, je passe à notre prochain invité, Monsieur Loïc Blancard. C'est le président du Comité de développement durable et de l'environnement de Saint-Lambert. Et il est membre de la Commission de l'environnement de l'Union des municipalités de Québec, le UMQ. Monsieur Blancard a œuvré pour la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à la représentation permanente de l'Organisation internationale de la francophonie à New York. Wow! D'autre part, il a également réalisé plusieurs missions d'observation électorale en Haïti. Il travaille maintenant comme consultant en gestion de développement durable. Alors, bienvenue et merci de vous deux d'être parmi nous, avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, OK, on peut passer tout de suite aux questions. Nous avons préparé quatre questions. Je vais commencer avec vous, Monsieur Girard. Oh non, le premier, c'est Loïc. Je m'excuse. Je voudrais mettre un peu de contexte à nos téléspectateurs. Vous avez réussi à faire adopter une introduction de souffleuse à feu au gaz à essence dans votre arrondissement, Saint-Lambert. Alors, j'aimerais savoir que pourquoi c'est un enjeu important pour vous et pour votre arrondissement et quels problèmes souhaitez-vous résoudre avec votre réglementation? Ben, en fait, il y a plusieurs enjeux qu'on essaye de résoudre par cette nouvelle réglementation-là qui a été mise en œuvre, qui a été adoptée par notre ville. En fait, premier enjeu, on parle bien sûr de la pollution atmosphérique. Alors, la pollution atmosphérique, autant au niveau des gaz à effet de serre, parce qu'on sait que les moteurs dans les souffleurs à feuilles, c'est des moteurs deux temps. Et donc, ils brûlent l'essence en même temps. Donc, au niveau des émanations de la pollution, c'est pire que les moteurs 4 temps, qui sont les moteurs qu'on retrouve dans les automobiles, etc. Alors, dans les tondeuses. Et là, nous, ce qu'on voulait faire avec ça aussi, c'était, au niveau des gaz à effet de serre, bien sûr, au niveau aussi de la pollution auditive. On sait que ces engins-là sont très, très, très bruyants. Et avec la pandémie, le télétravail, les plaintes ont vraiment augmenté de manière drastique. Les gens travaillent à la maison, les gens parfois sont dérangés par ces engins-là qui sont utilisés à outrance parfois sans raison valable. Alors, les gens, on fait beaucoup de plaintes à ce sujet-là, donc on a décidé d'agir. Et aussi au niveau, je dirais, environnemental, il y a un autre aspect aussi, c'est que le fait de vouloir là, cette propreté-là à tout prix, c'est aussi moins bon, si on veut, pour la vie dans le sol. Parce qu'un sol en santé a besoin de matière organique pour survivre, pour se développer. Donc, qu'il y ait parfois certains samars qui restent ou des feuilles qui se décomposent sur la pelouse, c'est une bonne chose. Donc, on s'attaque aussi par le phénomène, un peu à la bande, à ce phénomène-là. Alors, c'est ça qui vous a poussé à agir et quand vous avez essayé de le faire, est-ce que c'était relativement facile à faire passer la loi et de faire en sorte que les gens, c'est trop tôt peut-être à dire, mais est-ce que les gens sont contents? Les citoyens et citoyennes sont contents avec la loi et il y a est-ce que vous avez fait comme des constats pour les gens qui n'ont pas
Ben, les citoyens sont très, très, très contents de cette nouvelle-là, je dirais dans l'immense majorité. Là où il y a eu le plus de résistance, on comprend que c'est au niveau des compagnies d'entretien ménager, parce que cette loi-là s'applique non seulement aux citoyens, mais à tous ceux qui opèrent une compagnie de paysagement sur le territoire de la ville, et même aux sous-traitants de la ville qui sont mandatés pour s'occuper des parcs. Donc oui, il y a eu une grosse résistance du côté des compagnies qui nous ont dit que, bon, ils essayent d'aller vers ça, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle là, électrique pour ce qui est des souffleurs à feuilles dorsaux, comme on dit, qui sont où ils sont mis sur leur dos, là, l'entrée d'air sur le dos, puis ça, c'est pour les grosses jobs. Alors, pour ce qui est des petits souffleurs à main, oui, ça il y a. Donc, ils nous ont demandé un délai d'1 an, parce que nous, l'interdiction entrait en vigueur, était supposé entrer en vigueur le 1er mai 2021. Ils nous ont dit, on parle avec les compagnies qui mettent sur le marché ce genre d'engin-là, et puis, selon nous, l'année prochaine, on va être capable de s'équiper avec des souffleurs dorsaux. Donc, ils nous ont demandé un délai d'1 an, ce que la majorité du Conseil de ville a accepté. Donc, l'interdiction là, qui devait entrer en vigueur le 1er mai 2021 est en tout cas, va entrer en vigueur le 1er mai 2022. Alors, à ce moment-là, ça sera plus possible un souffleur à essence, à combustible fossile sur le territoire de la ville. Et donc, ça s'applique à tout le monde. Et puis, ben, par contre, les souffleurs à feuilles électriques sont, encore une fois, autorisés. On sait qu'ils sont, en règle générale, moins bruyants et surtout beaucoup moins polluants. Merci, merci. Alors, on va passer aux deuxième question tout de suite, juste pour... c'est pour Jean-François. L'arrondissement NDG nous a souvent dit que l'adoption d'un règlement pour introduire les souffleuses à feuilles pourrait causer des problèmes et des défis juridiques. Qu'en pensez-vous de ce commentaire qu'on a souvent entendu? Ce que j'en pense. L'adoption de n'importe quel règlement pose pas des défis, mais quand même peut poser des difficultés quant à l'applicabilité de ce règlement-là. Évidemment, pour le jour où on interdit l'utilisation des souffleurs à feuilles, ben, pour être capable de mettre en œuvre le règlement, ça prend des inspecteurs qui vont être sur le territoire et qui vont être en mesure, là, on va dire, d'attraper sur le fait les gens qui utilisent ces engins-là pour leur remettre un constat d'infraction. Mais est-ce que c'est un défi? Ben, il y a tous les règlements municipaux participent au même défi à ce moment-là. N'importe quel règlement municipal doit, pour être mis en vigueur, au-delà de l'adhésion volontaire des gens, doit, pour être mis en vigueur, passer par un système d'inspecteurs qui vont sillonner, patrouiller le territoire, puis qui vont relever les infractions. Alors, ça fait partie du quotidien puis de la réalité des municipalités. C'est pas parce que on parle des souffleurs à feuilles de façon particulière que c'est plus difficile. Bon, maintenant, est-ce que je pense aussi que votre question sous-tend la suivante. Est-ce que les municipalités ont le pouvoir d'adopter un règlement comme celui-là? Quand vous faites dire, puis là, je ne connais pas nécessairement ce qui vous a été dit à l'arrondissement NDG, mais est-ce qu'on a le pouvoir d'adopter ce type de règlement-là? Ben, moi, ma réponse, c'est oui. Oui, pourquoi? Puis là, je vais me permettre un partage d'écran. Parce que je veux qu'on aille voir ensemble l'article 19 de la loi sur les compétences municipales. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez mon écran? Non, alors, je vous vois toujours. Je pense... OK, quelque chose. Voilà, d'accord. Oui. Alors, l'article 19, on est donc dans la loi sur les compétences municipales. Comme, en fait, on pourrait regarder un premier article de la loi qui est très intéressant, qui est à l'article 2, qui nous dit que les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs
aux besoins municipaux divers et évolutifs. Donc, la loi, déjà, elle nous dit qu'elle n'a pas tout pris en considération. Les choses évoluent et on est en mesure, elle donne des pouvoirs aux municipalités pour répondre lorsque de nouveaux besoins surgissent, répondre à ces besoins-là dans l'intérêt de leur population. Alors, les dispositions de la loi ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive. Ensuite, à l'article 4, on voit que, en outre des compétences qui sont conférées par d'autres lois, les municipalités ont une compétence expresse en matière d'environnement. Alors, c'est pas banal, ça, comme compétence. Et on va aller voir l'article 19, auquel je vous ai référé d'entrée de jeu. Ben, l'article 19 nous dit que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Alors, on a bien entendu des propos de Loïc, toutes les considérations environnementales qu'il y avait derrière l'adoption de ce règlement-là. Alors, si vous me posez la question, est-ce que les municipalités ont le pouvoir d'adopter un type de règlement comme celui-là? Je crois bien que oui. Mon interprétation de la loi m'amène à vous dire oui, on a le pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est sage de le faire? Ça, ce n'est pas une question juridique. Ah, très intéressant. Un commentaire de Mme Mongrain dans l'auditoire. Elle a dit, juste peu de contexte, à Beaconsfield, c'était une des premières municipalités à passer une telle réglementation. Elle a dit les entrepreneurs paysagistes doivent obtenir un permis pour opérer sur le territoire, ce qui permet à la municipalité d'informer les entrepreneurs sur les lois et règlements qui les concernent. Merci. Je vois, merci. Ben, si vous me permettez de réagir à ce commentaire-là, ce que je trouve intéressant des propos de Mme Mongrain, c'est que les règlements ne sont pas que des outils pour taper sur les doigts des gens puis les punir. Je pense que les règlements dans notre société, dans nos municipalités, sont aussi l'expression du vivre ensemble. Sont l'expression un peu du contrat social qui fait en sorte qu'il y a une cohésion dans notre société, dans nos communautés. Et d'adopter ce type de règlement-là, ça lance le message comment c'est important pour une collectivité d'avoir ces considérations-là qui sont prises en compte. En toute transparence, en toute honnêteté, quand on m'a contacté pour participer à l'événement aujourd'hui, je me suis dit d'entrée de jeu, je dis, ben voyons, si aujourd'hui on interdit les souffleurs à feuilles, qu'est-ce qu'on fait des tondeuses? Parce que demain matin, je vois mal qu'on se mette à interdire les tondeuses. Mais ma deuxième réflexion était la suivante, c'est de dire, on sait tous qu'on est face à une crise environnementale liée au changement climatique qui est plus que majeure. Il va bien falloir commencer à changer nos comportements quelque part. Il faut bien commencer par un élément, puis si cet élément-là, c'est les souffleurs à feuilles, ben je suis prête à le considérer. Puis comme je vous ai dit, je ne me prononce pas sur la pertinence ou la sagesse. Cela dit, est-ce qu'on a les pouvoirs d'adopter ce type de réglementation-là? Je pense que je viens de vous le montrer avec les dispositions auxquelles je vous ai référé. Alors, je vais arrêter le partage et je vais laisser passer à la prochaine question. Merci beaucoup pour ces commentaires. Et je pensais aussi j'ai parlé avec des paysagistes 2-3 fois, les paysagistes, les entrepreneurs dans mon voisinage. Et je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes auprès des paysagistes, mais ils voient que c'est dans ce sens que le vent souffle, qu'on va changer. Le monde est en train de changer. Et si on regarde les magazines aussi des paysagistes, ils parlent de ça, que la tendance est vers les batteries, les appareils à batterie électrique. Alors, tout le monde sait que c'est comme ça que ça va et je suis d'accord avec vous que ça fait partie d'un contrat social. On est très sensibilisés à ça dans notre coalition et on sait qu'on ne peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit complètement contre leur gré. Il faut comme un genre d'éducation publique et un peu de souplesse aussi. Alors, la troisième question, c'était, je regarde ici, dans l'autre feuilleton. Loïc, pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemblait le processus de mise en place et l'application d'une telle réglementation au sein de votre arrondissement? Alors, c'est un peu la suite de ce que Jean-François vient de nous expliquer. Oui, bien, sensiblement, bon, comme chaque changement au règlement municipal, ça suit toujours le même processus légal, si on veut, là.
avec un avis de motion, un premier projet de règlement, un deuxième projet de règlement. Et puis, donc, M. Girard parlait, bon, c'est sûr, de comment on le met en application. C'est la même chose quand par exemple, Montréal a banni les foyers à combustible solide, si on veut. Ben c'est sûr, ça prend des inspecteurs. Puis la majorité c'est impossible d'avoir des yeux tout le temps partout, mais le but, le contrat social, c'est de dire on est en urgence climatique, il faut qu'on pose des gestes forts, des gestes concrets. Puis quand l'industrie est rendue là, que ce soit au niveau de l'émission des particules pour les foyers à combustible fossile, on était rendu, par exemple, à la norme ou ce qu'on était rendu à Montréal. L'industrie était capable de s'ajuster pour l'électrification des transports, l'interdiction des moteurs à essence qui s'en vient. L'industrie va être capable de s'ajuster, on le voit en Norvège. Puis l'industrie du paysagement, des souffleurs à feuilles, on est rendu là aujourd'hui, elle est capable de s'ajuster dès aujourd'hui. Rendu là, il faut juste poser des fois la petite pierre, mettre sa pierre supplémentaire à l'édifice puis dire, ben nous, c'est fini les souffleurs à essence sur notre territoire, puis les entreprises vont s'y conformer, les citoyens aussi. Puis, Je suis d'accord parce qu'on a vu déjà, Ville-Marie a une réglementation, Beaconsfield, Hudson depuis longtemps, très longtemps, Saint-Lambert maintenant, et d'autres villes partout aux États-Unis, c'est beaucoup des villes dans le sud ont des telles réglementations. Et je pense que c'est plus une question de rendre ça moins pénible pour les entrepreneurs. Comme par exemple, j'étais à Granby cet été et c'est une ville merveilleuse, à mon avis, avec beaucoup de fleurs indigènes et très propre et très belle. Et ils avaient un comité environnemental comme vous à Saint-Lambert. Et ils ont offert une subvention aux entrepreneurs pour changer des appareils à essence aux appareils électriques. Qu'en pensez-vous de telles mesures? Ben, oui, on peut utiliser la carotte, les subventions. Moi, je pense que ça se rentabilise de soi-même quand on... Bien sûr, sur quelques années, mais quand on sait que, bon, on n'a plus à payer l'essence, l'huile, etc., le nettoyage, tout ça, ça se rentabilise de soi-même. Donc, est-ce que les entreprises ont besoin de subventions des gouvernements municipaux? Moi, je pense que c'est peut-être moins notre rôle à nous, peut-être plus le rôle d'un autre palier de gouvernement, mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises, en ce moment, font la transition sans avoir accès à des subventions. Là. Donc, ça veut dire que l'industrie est mûre pour ce changement-là. Peut-être si un autre palier, ils achetaient en vrac une quantité gigantesque, comme des centaines d'appareils à rabais, ils pouvaient ensuite passer le rabais aux entrepreneurs. Alors, est-ce qu'on parle du niveau municipal? On parle du niveau municipal, mais monsieur... Là, j'ai un problème, mais là, on serait en illégalité. Les municipalités n'ont pas le pouvoir d'offrir des subventions ou d'aider les entreprises commerciales. Alors, Loïc a mentionné que ça passe à un autre palier de gouvernement. Alors, si ça passait au provincial, disons, est-ce qu'il pouvait faire ça comme ça? Ah, le provincial peut tout faire. Mais c'est M. Legault qui n'est pas très environnemental, mais I digress. OK. Quatrième, maintenant, c'est pour vous deux. Je parle des villes et quelqu'un dans les commentaires a mentionné aussi Westmount, qui a aussi une telle réglementation contre les souffleuses à feuilles à essence. Qu'est-ce que vous pensez à l'idée je vois que souvent les villes qui ont des telles réglementations ont des comités environnementaux. Loïc, est-ce que tu peux nous parler de votre expérience sur un tel comité? Est-ce que ça a eu une utilité pour faciliter le passage de telles lois et de telles innovations? Oui, effectivement. Le comité environnement qui est composé d'un élu, de citoyens,
sert bien sûr si on veut faire des propositions au conseil municipal, regarder comment tenter le pouls au niveau de la population. Est-ce que c'est une idée qui fait consensus? Est-ce que c'est facilement applicable, etc. Donc, dans notre cas, oui, le comité environnement est à 100% derrière cette idée-là. Parce que ça serait une autre idée pour nous, dans les divers arrondissements de Montréal, de pousser pour avoir des comités environnementaux, parce qu'on n'en a pas dans mon arrondissement pour commencer. Je serais prête à être bénévole sur un tel comité. À bon entendeur, salut. Alors, je pense que je vois les questions, les commentaires de l'auditoire. Et c'est Vanessa qui va faire ça. Alors, il faut patienter encore quelques minutes, je pense, pour passer à cette partie. Alors, avez-vous d'autres pensées entre-temps? Bien, on pourrait peut-être répondre à quelques commentaires là, que j'ai vus apparaître dans le chat, comme on dit. Voilà, Vanessa. Bonjour à tous. OK, parfait. Donc, oui, on avait des commentaires. Je pourrais commencer par les afficher. Jean-François, je ne sais pas si vous avez vu le commentaire sur les photos pour les infractions. Donc, je vais l'afficher à l'écran. Ah, oui. Le commentaire demande « Pourquoi est-il essentiel que l'inspecteur constate en personne l'infraction quand une photo prise d'un téléphone cellulaire peut identifier le lieu et le moment précis de l'activité? » C'est une question de preuve devant le tribunal. Il pourrait, parce que lorsqu'on engage une poursuite, il faut que quelqu'un vienne faire la preuve. Donc, il faudrait que ce citoyen-là vienne déposer lui-même la photo et témoigner de ce qu'il a vu et constaté. Alors, c'est pas impossible. Disons qu'on appelle ça une preuve avec des témoins. C'est pas impossible de le faire, mais c'est sûr que nos inspecteurs municipaux sont plus rompus à l'exercice que les citoyens. Mais ça ne serait pas impossible de le faire par la preuve de témoignage d'un citoyen. Mais là, il faut s'entendre. Là, cette personne-là va devoir manquer des heures de travail pour se présenter au tribunal et expliquer la situation. OK, je comprends. Témoigner potentiellement contre son voisin, c'est pas... Ouais, c'est moins sympathique, ça. J'ai une autre question à ce sujet-là. C'est que je ne sais pas exactement précisément comment ça fonctionne dans les diverses municipalités actuellement, mais si c'est le rôle de l'individu, le propriétaire, de la responsabilité du propriétaire, ce qui se passe sur son terrain à elle, est-ce que les contraventions seraient données aux propriétaires ou aux entrepreneurs qui travaillent sur cette propriété, sur le terrain? Moi, ça dépend comment est rédigé le règlement, mais je pense qu'une telle mesure réglementaire va s'adresser à celui qui a l'appareil entre les mains. Probablement que moi, si j'avais à l'écrire, j'écrirais « Nul ne peut utiliser tel appareil sur le territoire de la municipalité ». Alors, nul, ça, c'est celui qui a l'appareil entre les mains. Mais ce qui me vient à l'esprit, disons que je suis un propriétaire et quelqu'un arrive chez moi et je sais que je ne suis pas responsabilisée de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas leur dire de ne pas utiliser leur machine parce que c'est pas moi qui paye. Alors, mais si c'était l'inverse et c'était moi qui devrais payer une contravention pour leurs activités sur mon terrain, je vais s'assurer de courir dehors pour dire s'il vous plaît, utilisez le râteau, utilisez l'autre souffleuse électrique, utilisez une balai, mais surtout pas cette machine-là, je vous en prie. Alors, comme ça serait on va avoir nos propres inspecteurs sur le terrain, n'est-ce pas, les propriétaires? Ou non? Parce que je vois mal dans quelle situation quelqu'un pourrait être sur votre terrain avec un souffleur à feuilles à essence, si ce n'est parce que vous l'avez engagé pour ce faire. Mm-hmm. Alors, puis c'est parce que l'enjeu, puis je pense que Loïc en a éloquemment témoigné. Les entreprises qui utilisent ce type d'appareil-là,
eux, ils sont également visés par le règlement. Par conséquent, ils doivent s'y conformer, puis dans leur budget annuel, là, payer des contraventions parce qu'ils se font attraper sur votre territoire municipal à utiliser des souffleurs à feuilles à essence, ça ne leur plaira pas. Donc, ils vont, elles aussi, les compagnies se conformer à la réglementation. Et maintenant, j'aimerais savoir pour vous deux personnellement, est-ce que vous souhaitez ce changement vers les appareils à batterie et si oui, pourquoi personnellement? Est-ce que c'est le bruit? Loïc, veux-tu répondre? Ben, moi, personnellement, oui. Je suis 100% pour ça. 100% pour cette réglementation-là. Mais qu'est-ce qui vous motive personnellement? Est-ce que c'est vous haïssez le bruit ou tout le monde haïsse le bruit? Mais est-ce que c'est... Ben oui, le bruit, comme j'ai dit, l'aspect environnemental, gaz à effet de serre, pollution, c'est sûr que moi, ça vient me chercher aussi. Quant à moi, j'ai répondu déjà à la question tout à l'heure. J'ai dit si nos changements de comportement passent par un premier geste qui s'appelle de bannir ce type d'appareil-là sur nos territoires, puis que ça nous permet d'amorcer ce virage-là vers des mesures où on va vraiment combattre les effets du réchauffement climatique, ben, pourquoi pas? Madame Mongrain est très active, mais oui. vous avez pas tort, Madame Mongrain. C'est un passionné. je vais ajouter, parce que oui, je suis un environnementaliste, là. Je vais ajouter que, puis vous avez bien raison, bon, les tondeuses sont un mal nécessaire, mais il faut tondre nos gazons, encore que certains diront on peut aménager nos parterres sans ces fameux gazons-là manicurés comme qui est traditionnel. Mais l'autre affaire sur la question des feuilles, puis Loïc, tu l'as soulevé, ben, de permettre le retour des feuilles par la décomposition dans le cycle naturel d'engrais des terrains, c'est pas une bête idée, premièrement. Puis deuxièmement, ben, on peut faire le travail avec un râteau. C'est vrai. C'est plus... peut-être que c'est plus long, peut-être que ça demande plus de jus de bras, mais on peut faire le travail avec un râteau. On n'a peut-être pas besoin de ces appareils-là, même électriques, parce que pour produire des batteries, ben, il y a des coûts environnementaux. Tout à fait. Bravo, c'est bien dit. Musique à mes oreilles. C'est ça exactement. Et il y a un aspect que la plupart des gens ne pensent pas aux insectes, mais les insectes sont primordiaux pour la base de toute autre vie écologiquement parlant. Alors, pour les oiseaux, par exemple, il y avait une grosse perte d'insectes dans les dernières années. Maintenant, il y a des oiseaux. La plupart des oiseaux indigènes en Amérique du Nord mangent des insectes. Alors, c'est juste les petits moineaux qui viennent de l'Europe qui mangent les grains et quelques autres espèces, mais la grosse majorité des espèces d'oiseaux mangent des insectes, il faut de la nourriture pour eux. Alors, il faut les faire tomber, pour une chose avec une sécheresse qu'on a vécue plusieurs fois cet été, les faire tomber laissent le sol humide, gardent l'humidité en sol, et ils entreposent le carbone. C'est mieux pour vos plantes. Pour certaines plantes indigènes, il faut avoir une couverture de feuilles pour fleurir et pour être en pleine santé. Alors, je viens tout juste de lire le livre de Doug Tallamy, qui est une États-Unienne, mais c'est très intéressant du point de vue étymologique des insectes, qui est la base de tout. C'est moins vendeur, mais c'est très intéressant. C'est tout à fait juste comme commentaire. Puis, sinon, si vous me permettez, j'aurais une question à propos de l'introduction de cette nouvelle réglementation, s'il y a lieu. Mais il doit-il y avoir une période de sensibilisation avant d'être appliquée, surtout quand on pense à les compagnies externes qui ne savent pas nécessairement de la nouvelle réglementation qui sont embauchées. J'imagine que c'est un défi comme avec toutes les nouvelles lois, mais je me demande qu'est-ce qui a été fait dans les cas, dans les villes où les souffleuses à feuilles ont été interdites.
C'est sûr, comme dans tous les règlements, il y a toujours un délai entre l'entrée en vigueur du règlement que le conseil municipal prévoit. Par exemple, dans notre cas à nous, on avait laissé 1 an aux compagnies pour se préparer. Finalement, ça a été 2 ans parce qu'on a repoussé d'1 an l'entrée en vigueur, mais c'est ça, il y a toujours un délai dépendant de où est-ce que l'industrie est rendue à un stade assez mature pour fournir les équipements demandés. Par exemple, au Québec, on a dit qu'en 2035, il n'y aurait plus aucun moteur, aucun véhicule avec des moteurs à combustion qui allait être vendu. Puis dans d'autres pays, c'est 2025. Fait que ça varie selon le législateur, selon le pays, mais il y a toujours un délai, effectivement, qu'on laisse aux compagnies pour s'adapter. Merci. En regardant dans les commentaires, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Donc, oui, je voulais juste signaler aussi que je cherchais pour le lien, je ne le retrouve pas, mais après, je vais le partager parce que dans un magazine, que j'ai un lien fort intéressant d'un magazine pour les entrepreneurs, des paysagistes, qui parle des tendances et beaucoup de citations des tendances. Et tendances sont manifestement vers l'électrique dans l'industrie. Alors, les gens qui disent « Oh, il nous faut du temps », c'est déjà parti, c'est déjà le temps. C'est pas vraiment quelque chose qui est vrai, qui est à l'horizon. C'est une tendance en train de se manifester. Ah, il y avait une autre question ici. Vanessa? Oui, c'est surtout un commentaire. Il est interdit d'utiliser un souffleur ou aspirateur à feuilles d'équiper d'un moteur à 2 temps à essence. Voici ce que la loi dit dans l'arrondissement de Ville-Marie. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu celui qui l'utilise, donc contrevient à la réglementation. Alors, c'est celui qui l'a entre les mains qui va être visé par le constat d'infraction. Mais par contre, dans ce cas-ci, ce règlement-là est plus difficilement applicable parce que ça veut dire que les souffleurs à feuilles 4 temps sont tolérés. Fait qu'encore là, ça rend l'application difficile parce que l'inspecteur doit aller voir la personne. Excusez-moi, est-ce que c'est un 2 temps, un 4 temps? Alors nous, de notre côté, c'est dès que c'est à essence, c'est interdit. Donc l'application est beaucoup plus simple. Ah oui, la simplicité, c'est toujours le meilleur. Je pense aux bars, quand ils ont interdit les gens de fumer dans les bars et les restos. Ils n'ont pas dit, on va donner une contravention à chaque personne qui a une cigarette entre les mains. Ils ont dit, OK, vous êtes les restaurants, vous ne pouvd'une pas accueillir les gens sur place où vous allez avoir une contravention. Alors, n'est-ce pas similaire avec le propriétaire d'un commerce ou d'une maison qui accueille quelqu'un pour faire du travail chez lui, il est responsable pour ce qu'ils font, non? Ça, c'est pour vous, Monsieur Girard. C'est pas la responsabilité de la propriétaire? Comme un restaurateur avec les gens qui fument, comme n'importe quel. C'est pas ce qui est écrit là. C'est toujours, il faut voir, on l'entend là dans les mesures liées à la crise sanitaire, on entend bien que, pour ce qui est du passeport vaccinal, le législateur provincial a dit c'est la responsabilité des restaurateurs de s'assurer que les gens sont vaccinés. Mais on l'a dit. Alors si, oui, demain matin, vous pourriez faire un règlement qui dit le propriétaire d'un terrain ne peut utiliser ce type de... remarquez, c'est plus simple de viser la personne qui a l'appareil entre les mains qu'essayer de viser le propriétaire dans un cas comme celui-là. Parce que je pense, du point de vue de l'implémentabilité, les gens vont dire, OK, soit je suis une propriétaire, j'aime je vais prendre la chance, ou soit je ne les aime pas quand même et je vais dire... Alors, comme ça, c'est plus pour les entrepreneurs de chialer ou de plaindre qu'ils ne voulaient pas, parce que c'est leur clientèle qui exige ça, parce que c'est leur clientèle qui est sous la responsabilité de la ville. Alors, ça fait comme un sort stratégiquement mais je ne sais pas. L'entreprise, nos entreprises sont tenues de respecter les règlements.
On a vu ça longtemps là, sur la protection des bandes riveraines. La défense des entreprises, c'est-à-dire, oui, mais c'est le citoyen qui m'a demandé ça. Mais n'empêche que tu connais le règlement et tu as coupé les arbres. Fait que tu es aussi coupable que l'autre. Voilà. Ça fait partie de... savez, comme j'ai dit, ce type de règlement-là, c'est l'expression d'un vivre ensemble auquel participent les entreprises. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne sur notre territoire. Puis, si tu n'es pas content, ben, tu ne feras pas d'affaires sur notre territoire. J'aime beaucoup cette phrase, le vivre ensemble et l'idée d'un contrat social. C'est ça, au fond. C'est ça qu'on cherche. Alors, super, je suis très, très ravie d'avoir deux invités de taille comme vous deux. Loïc qui a tout cet exemple que ça se fait, une telle réglementation, et qu'il y a des comités environnementaux et que les gens sont pour les souffleuses à l'électrique. Et Monsieur Girard, je sais que vous avez plusieurs choses à faire et vous avez pris votre temps pour venir nous donner de vos expertises. Et avec même les chiffres pour les lois et les sous-lois, je dois prendre ça en note après. Merci infiniment. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. C'est bien, à une prochaine. À la prochaine, j'espère. Merci.